Actu People.net reçoit pour vous l'un des derniers Mohicans du cinéma africain. Touré Moussa, c'est son nom. Il est de la trempe des précurseurs comme Sambène Ousmane. Nous l'avons retrouvé dans le hub du Palais du Festival de Cannes, festival auquel nous assistons pour sa 78e édition. Monsieur Moussa Touré, comment allez-vous? Je vais bien, je vais vraiment bien, parce que je viens de terminer un nouveau film qui va être en montage, et puis je vais bien parce que aussi je suis un peu fatigué, parce que Cannes fatigue aussi, avec les rendez-vous, les films qu'on va voir. Bon, vous savez, c'est un rendez-vous, donc on dort tard, on se réveille tôt, donc voilà, donc, ça va, mais je suis bien, on est bien. Vous faites partie des rares Africains, des rares cinéastes africains à avoir été récompensés au Festival de Cannes, notamment avec votre long métrage Toubabi. Qu'est-ce que cette récompense représente pour vous? Vous savez, ça a été mon premier film. Mon premier film, vous savez, c'est une première vie dans un cinéma, parce que moi, en fait, j'ai été longtemps dans le cinéma. J'étais très longtemps dans le cinéma en tant que technicien. C'est pour cela quand vous parlez de prescription, parce que moi j'étais avec les Sembène, en étant électro. C'est là où j'ai appris. Et j'ai appris dans le silence, dans le regard. Parce que vous savez, quand vous êtes dans la lumière, et que vous avez des chefs, parce que j'avais des vrais chefs, ça veut dire des directeurs à la photo, donc j'en avais pas droit à la parole. Il y avait une certaine complicité, mais on ne parlait pas, on observait, on regardait. Et c'est de cette manière que j'ai appris aussi à faire des films. Donc mon premier film, je l'ai fait en 1987. C'était mon premier court-métrage. Et puis Toubabi a suivi en 91. Mais je ne vais pas parler de Cannes, parce que Toubabi, en fait, ce qu'il a eu compris, le premier prix qu'il a eu, c'est au Festival de Vue d'Afrique. Vue d'Afrique. Et au fait, le cinéma sénégalais, je pense qu'il était resté 12 ans ou 17 ans sans prix. Donc c'est ça dont il faut parler. Parce que moi, je suis allé au Canada et, en fait, j'ai eu ce prix. Après le Canada, je suis allé aux États-Unis avec tous les cinéastes. Et au fait, il y a un journal qui s'appelle Variety. Ils avaient écrit sur mon film. Ils avaient dit que mon film, c'était le plus proche d'Hollywood. Donc je pense qu'avant Cannes, avant de parler de Cannes, c'est sur ça qu'il faut parler. Mais parce que tout simplement aussi, il faut se rendre compte que moi, le cinéma, je l'ai appris. Je l'ai appris par des aînés, et non pas juste en Afrique. Hein. Je l'ai appris avec la France aussi. Je l'ai appris avec d'autres gens. Parce que vous savez, quand vous êtes électro et que vous commencez à voir clair, vous travaillez avec tout le monde. Et j'ai eu la chance, dans ma vie, je vous ai dit, de travailler avec de très très grands directeurs à la photo, dont William Glenn, qui est mort. Celui qui a fait la nuit américaine de Truffaut. Et ce monsieur-là, j'ai travaillé dans son équipe pendant longtemps. Et c'est son équipe même qui a fait mon film. C'est son équipe qui a fait mon film. Donc, j'ai travaillé dans une équipe, on a grandi et c'est cette équipe même qui a fait. Moi, je suis devenu réalisateur, eux, ils ont continué à la technique et c'est eux qui ont fait mon film. Je pense que Cannes, en fait, s'il faut en parler, tu sais, Cannes, c'est le monde qui se retrouve, le monde du cinéma. C'est la Mecque du cinéma. Ou c'est le Rome du cinéma, on va dire ça. Et quand vous y arrivez, et qu'on vous désigne, que vous êtes jeune, parce que quand j'ai fait... Oui, j'étais jeune. Vous essayez d'être... Soit vous avez des oreilles qui sifflent, vous essayez d'être humble. Et moi, c'est de tout le temps, j'ai dit aux gens que j'étais un faiseur de films. Que j'étais pas... J'étais un réalisateur, mais j'étais un faiseur de films. Vous savez, quand vous avez été dans des films, vous n'êtes pas étonné de faire un film. Et quand vous en faites un, quand vous avez aidé, quand vous avez été dans une équipe pour faire un film, et que ces films-là ont eu du succès, quand vous en faites un, je pense que vous êtes encore déjà à un niveau assez bas où vous dites, voilà, mais écoute, je viens de faire un film. C'est ce qui m'est arrivé. Parfait. Lorsqu'on a travaillé avec des grands noms comme Sambène Ousmane, qu'est-ce que cela nous lègue comme valeur? Qu'est-ce qu'on retient d'un parcours, d'un tel parcours? Tu sais, quand on a travaillé avec ces gens-là, c'est qu'on devrait se remémorer de la manière dont ils sont faits. Parce que c'est quand toi tu vas en film, moi je vois comment il a été fait. Et comment il a été fait, j'ai vu comment Sembène l'a fait. Et il n'est pas le seul, hein. J'ai vu tant d'autres aussi le faire. Mais quand vous avez travaillé avec des gens comme ça,
ce que vous retenez, c'est comment ils ont fait, comment ils ont mis en scène, comment ils ont réfléchi des tas de trucs. Et c'est ça ce qui nous a légué. C'est la réflexion, la mise en scène, la lumière. C'est ça le legs. Et c'est ce que le legs là qu'on devrait donner aussi à d'autres. Mais ce qu'il faut que la jeunesse comprenne, c'est ce legs-là. Ce n'est pas... Parce que bon, au fait, aujourd'hui, ce qui se passe, on regarde des films d'ailleurs, des tas de trucs, et puis après on fait. Mais nous, le legs qu'on nous a donné, que j'ai eu, moi, avec ma génération, avec ces Semben et autres, les Johnson, parce qu'il y en a beaucoup, bon, ils nous ont légué la manière de faire, la manière de réfléchir, la manière d'être africain, la manière de parler de soi-même. C'est ça le legs qu'on nous a donné. C'est intéressant parce que, est-ce qu'il vous lègue aussi les thématiques qu'il traitait? Parce que Samben Ousmane, quand même, il traitait des sujets politiques. Quand on voit avec le titre Tiaroy, qui reste un film de revendication quelque part, de combat, est-ce que vous êtes inscrit dans cette dynamique? Mais c'est ça que je vous ai dit. Ça veut dire que la manière de faire et qu'est-ce qu'il faut faire, c'est ça qu'ils nous ont légué. Et cela se transparaît dans lesquelles de vos productions à vous? Ah ben de toutes mes productions. Par exemple, quand je parle de Toubabi, c'est un aller-retour, c'est l'Afrique qui revient, qui part et qui revient. Ça veut dire que c'est tous ces gens-là qui disent que les autres sont des blancs alors qu'ils sont plus blancs que les autres. Que c'est ça le plus important. Ça, c'est mon premier film. Donc, moi, déjà, dans mon premier film, le court-métrage, c'est de la manière dont mon grand-père m'a appris à pêcher. C'est ça l'histoire de ce film. Donc, je reste en Afrique. Le deuxième, quand j'ai fait la pirogue, le Toubabi, et Toubabi, c'est tout à fait politique parce que tout simplement, c'est ces va-et-vient que nous, Africains, nous faisons pour l'Europe. Alors que moi, je n'avais pas besoin de l'Europe. Ce dont j'avais besoin d'une Europe, c'est peut-être d'apprendre des choses. Mais moi, j'avais besoin de revenir, ce que j'avais à faire. Donc ça, c'est politique. Quand j'ai fait TGV, TGV, c'est purement politique. TGV, c'est une traversée de Dakar à Conakry. Et à l'intérieur de ce cadre, il y a les prototypes des Africains. Avec un ministre c'est quelqu'un qui a été un ministre de la Santé, qui va aller épouser une femme. Non, qui va fuir pour être ministre dans un autre pays. C'est politique. Et pour vous dire, quand Abdou Diouf a vu mon film, son premier ministre m'a dit, ton film, il a tout ce qu'il faut qu'on ne dit pas très haut. Parce que je parlais de la rébellion aussi. Hein, en Casamance? Oui, je parle en 1997. Hein, je parle de la rébellion. Donc on a été politique. Et quand j'arrive quand même, bon, on va sauter des choses. Non, prenez tout votre temps, moi c'est intéressant. Non, quand je dis... Moi ça m'intéresse, Quand je rentre dans le documentaire. Oui. Dans le documentaire, j'ai fait Poussière de ville. Poussière de ville, je l'ai fait au Congo, sur les enfants, dans les marchés, sur les enfants de la rue. Après, les enfants de la rue, tu sais, c'est la guerre qui amène ça. C'est la guerre qui a amené ça. Donc je suis resté sur la guerre. La guerre, elle est politique. Parce que j'ai fait le film au Congo-Brazza. C'était les rebelles qui étaient là-bas et le gouvernement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une réconciliation qui s'est faite, mais elle s'est faite toujours avec de l'argent politique. Le deuxième que j'ai fait, c'est Nous sommes nombreux, c'est sur le viol. Le viol. Et ces femmes-là, ils portent plainte contre qui? Contre X. Et X, c'est qui? C'est le gouvernement. Donc ça a été que des films politiques que j'ai fait. Après, j'ai fait un film sur les moustiques. L'engagement du moustique autour de nous. Ça s'appelle Le cousin. Non. Et puis après, je suis parti là-bas en Inde, sur le regard de l'autre, parce qu'on nous regarde beaucoup. Donc ça s'appelle Les yeux grands ouverts. Et puis après, j'ai fait d'autres films, toujours politiques. Hein. Et là, en ce moment, je suis en train... donc j'ai fait un film sur le métissage. Parce que tu sais, le métissage, il va être politique d'ici peu de temps. Parce que bon, en fait, les gens ne se rendent pas compte que nous sommes métissés. Parce que dans les familles, les métissages sont tout le temps là. Dans toutes les familles en Afrique, hein, et nous, on ne se rend pas compte. Donc j'ai pensé parler de la politique, du métissage. Et le métissage, c'est un brassage, parce qu'un brassage qui est de là-bas, qui va de là, qui vient d'ici, et nous sommes tous des grands-pères. Par exemple, moi, je suis un grand-père métissé, parce que j'ai un métis à la maison. Et dans notre famille, nous avons 12 métis. Et si tu regardes bien, dans les familles africaines, il y a des métis qui sont là. Alors moi, je me suis dit, il faudrait qu'on en parle. Et c'est politique, hein, parce que c'est un engagement que j'ai fait. Dans la plupart de vos productions, vous l'avez dit tout à l'heure, vous abordez pas mal de sujets politiques. Pour vous, aujourd'hui, les enjeux actuels, en tout cas, qui peuvent, on va dire, se profiler face aux réalisateurs, aux producteurs de cinéma en Afrique, ce serait quoi comme enjeu par rapport à la politique actuelle en Afrique? Que ce soit à Dakar, que ce soit à Abidjan, que ce soit à Bamako, que ce soit à Ouagadougou. Par rapport à l'atmosphère actuelle en Afrique, quels sont les enjeux, quelles sont les thématiques qui pourraient être abordées? Vous savez, il y a quelque chose qui a eu lieu
ça fait pas très longtemps. Ça veut dire la jeunesse africaine, c'est synchronisé. C'est comme ça que je peux oser le dire. Ça veut dire quand tu fais quelque chose au Sénégal, l'Ivoirien est au courant, le Burkinabé est au courant, le Nigérien est au courant. C'est la synchronisation. Je pense que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est une synchronisation qui est une avancée, une avancée africaine. Ça veut dire que tout président maintenant africain devra se rendre compte qu'il y a une synchronisation. Ce que tu fais, il est vu par, non pas tout simplement par toi, mais par tout le monde. Ça, c'était un frein pour toute l'Afrique. Ça veut dire ce qui se passait chez toi, ce qui s'est passé chez moi, s'est passé chez moi. Maintenant, c'est fini là. Tout ce qui se passe au Sénégal est su tu vois, au Burkina. Il est su en Côte d'Ivoire. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aborder cette cohésion-là qui est maintenant. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est ce qu'il faudrait aborder maintenant. Cet enjeu-là. Ça veut dire cette jeunesse qu'on a divisée depuis très longtemps. Parce que diviser, c'est quoi? C'est ne pas l'informer. Tu vois, parce que les gens, politiquement, ils ont joué beaucoup sur ça. Sur le silence, sur la coupure. C'est comme si c'est un ciseau qu'on met sur une coupure d'un élément et que les autres ne doivent pas entendre. C'est fini ça. Maintenant, c'est pour cela, quand tu vois un président de notre pays qui va dans un autre pays, il est accueilli comme un roi par rapport à l'autre président. Je pense que cette cohésion-là, cette cohésion qu'il y a maintenant, cet entendement, je pense que l'enjeu aujourd'hui pour cette jeunesse africaine, pour faire des films, il faut se baser sur ça pour faire. Parfait. Ça, c'est mon avis. Vous, en tant que pionnier, quelle est votre lecture? Et si vous deviez aujourd'hui, particulièrement vous, si vous deviez aborder ces thèmes ou bien ces enjeux qui s'imposent aujourd'hui à l'écosystème politique africain, quels sont les sujets que vous aborderiez éventuellement dans vos productions? Bon, vous savez, j'ai des productions qui sont en cours. Je pense que ça joue un tout petit peu tout ça. C'est-à-dire, vous savez, nous avons un héros qui s'appelle Cheikh Omar Foutiyou Tall. C'est lui qui a fait le djihad pour la religion musulmane et que son bracelet, je ne sais pas, soit H là est en France. Et ce mec-là, c'était pas juste un musulman, mais c'était quelqu'un qui était anticolonialiste. Donc ça, c'est un abordement que je fais parce que, tu sais, le fait d'être en cohésion maintenant, il faudrait nécessairement, ce qu'on doit aborder, c'est ce qu'on nous a tous, ne pas laisser faire, ce qu'on peut faire, parce que c'est notre histoire. C'est ça. Parce que tu sais, on ne nous a pas laissé connaître notre histoire. Et pour un individu, s'il ne connaît pas son histoire, qu'est-ce qui lui arrive? Il est sur autre chose. Il n'est plus solide, il ne glisse plus. Donc, mais outre le recours à l'histoire, et les enjeux présents, parce que là, on voit aujourd'hui... Mais vous savez, je vais vous dire une chose. L'histoire, c'est les enjeux présents. OK. C'est les enjeux présents. Je vais vous donner un exemple. Ça veut dire que quand, par exemple, chez nous, les Sonko ont pris le pouvoir, ils ont fait un recul sur notre histoire. Ça veut dire, notre histoire, c'est quoi? C'est l'indépendance, le néocolonialisme, c'est d'être libre d'État. C'est ça. C'est ça. Et si vous voyez bien, toutes nos histoires, là, qu'on doit faire pour le faire connaître au monde, c'est des résistances. C'est des résistances. Ces historiens, ils ont demandé, dans nos histoires, on a demandé exactement qu'est-ce qu'ils devaient se faire. C'est cette liberté, cette indépendance, de faire ce qu'on a envie de faire, de revenir sur nos langues, de revenir... C'est ça là, c'est cette histoire. Qu'est-ce que cela vous inspire justement, le fait de voir Diomaye Faye et Ousmane Sonko au pouvoir au Sénégal? Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais vous savez, moi je fais partie des gens qui ont bataillé, non? Mais ce qui me fait... Non, en fait, ce qui me fait... C'est intéressant de savoir, vous avez bataillé dans quel sens? Mais dans tous les sens. Mais j'étais bataillé, moi j'étais avec eux. Moi j'étais pas... Moi j'aime les faits factuels parce que les faits sont relatés. Il serait intéressant du moment où vous êtes face à cette caméra et pour de nombreux jeunes qui vont vous découvrir, ce serait beaucoup plus simple pour moi de regarder, on va dire, votre biographie et de relater cela. Mais je préfère que vous relatez vous-même, que vous relatez dans le point de vue. Voilà. J'ai bataillé par rapport à ma famille, pour qu'ils soient avec les Sonko. J'ai bataillé avec les jeunes qui sont dans mon quartier, avec la jeunesse, avec les gens à qui j'ai appris à faire du cinéma. C'est de cette manière que j'ai bataillé pour leur dire d'aller vers. C'est de cette manière que j'ai bataillé. C'est pour cela, quand ils ont fait les assises, moi j'étais là, ils m'ont invité. Quand ils ont donné aussi les résolutions, moi j'étais invité. Parce que tout simplement. Et puis bon, je suis dans le groupe
des vieux là, on va dire ça, qui ont bataillé. Parce que tu sais, nous, on ne va pas lancer des pierres. C'est clair. Nous, on discute. Le combat est multiforme, nous, on discute. J'étais avec des historiens, avec des linguistes, des tas de trucs. C'est nous, on a bataillé pas. Vous avez mené des réflexions. Exactement. C'est pour cela qu'on nous a amenés. Et puis bon, je vais vous dire, le fait de voir ces deux-là, ce qui m'arrive. Parfait. Tu sais, moi, je suis né avant les indépendances. En 1958. Oui, quand tu es né avant les indépendances, tu avances, tu avances, tu avances. Tu vas l'Afrique. Tu vas ton pays, tu vas l'Afrique. Parce que tu sais, nous qui sommes nés avant l'indépendance, nous ne voyons pas juste nos pays, on a vu l'Afrique. Donc il y a des réflexions, des rebondissements, et vous regardez l'Afrique, jusqu'à ce qu'une jeunesse arrive, parce que vous avez des enfants. Vous regardez que la jeunesse, elle est extraordinaire, elle est forte. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il y a deux jeunes qui arrivent. Parce que tu sais, en Afrique, le problème de l'Afrique, c'est de mourir tranquille. C'est comme ça que je vais le dire. C'est de mourir tranquille. Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, quand vous êtes dans une situation, vous rentrez dans cette situation et vous savez que vous allez partir. Vous avez envie d'avoir la paix. Donc moi, le fait de voir ces deux jeunes-là, ce que ça me rapporte aujourd'hui, c'est de mourir tranquille. Mais est-ce que quelque part vous pensez que les gouvernants qui sont venus avant eux, je vais parler de Macky Sall, de d'autres présidents en Afrique, par exemple, Ali Bongo et autres, est-ce que ces personnes-là ont entendu les choses de cette oreille de se dire on veut mourir tranquille? Non, je ne pense pas, non. Parce que tu sais, comme que le façonnement de ces gens-là a été plus fait par un peuple et par d'autres peuples, ça veut dire ils n'ont pas entendu parce qu'ils avaient deux oreilles. Ils avaient deux écoutes. Et puis bon, l'écoute pour le peuple, parce que c'est une soumission, il faut que le peuple se soumette. Et se soumet par des armes, par des trucs, par des restrictions, c'est ce qu'il fait. Vous avez vu, nous on a failli aller dans un troisième mandat, alors que nous sommes démocratiques. Nous sommes démocratiques. Nous les Sénégalais, même si notre emblème c'est l'hospitalité, mais nous sommes aussi, notre emblème, on est démocratique. On s'est voté sans... On nous a amenés à un certain stade, à une jeunesse, à essayer de nous bagarrer avec nous. Parce que tout simplement, c'était un troisième mandat qui devait se faire. Et quand tu arrives à un certain moment, en tant que politique, à penser à un troisième mandat et que tu ne dois pas le faire, c'est parce que tu dérègles. Donc comment penser, moi, quand vous me dites quelle est ma pensée sur ces gens qui ont pensé à être éternels, mais qui n'ont pas pensé, parce que quand tu penses éternel, c'est que tu n'es plus humain. Tu n'es plus humain. Et quand tu me dis que est-ce qu'ils ont pensé mourir tranquille comme moi, comme je le dis aujourd'hui, mais quand tu es éternel, tu ne penses pas à mourir, non? Donc voilà la situation de ces gens. Lorsque vous parlez de troisième mandat, forcément, on pourrait faire le parallèle avec la Côte d'Ivoire. On reproche très souvent au président Alassane Ouattara d'avoir brigué un troisième mandat et de vouloir briguer un quatrième mandat. Est-ce que vous, de l'extérieur, vous avez cette impression de vous dire qu'il a brigué un troisième mandat? Je vais vous dire une chose. Moi, l'impression que j'ai, il faut que lui, il sait que les petits qui sont là-bas, ils sont en accord avec le Sénégal. C'est-à-dire que le troisième mandat au Sénégal, ça ne passe pas. Et que les petits en Côte d'Ivoire le savent. Quoi qu'il arrive, si tu le fais passer aussi, sache que aussi, eux là, ils sont au courant que tu ne devrais pas le passer. C'est ça que je dis. Tu comprends? Parce que tu sais, un pouvoir, il est puissant, il a une force, il est entouré, il est protégé. Mais qu'il sache une chose, que ce qu'il pense qu'il va passer, les autres qui sont en face. Parce que tu sais, maintenant, c'est fini. Hein? Vous et moi, hein, les papas, allez, c'est la jeunesse maintenant. Parce qu'en Afrique, quand tu as 50 ans, on te dit tu es jeune. Quand tu as 40, il y a une jeunesse là-bas. Et ces jeunes-là, ils savent que lui, là, qui dit qu'il faut passer, il ne doit pas le passer. Eh bien, il va le passer, par force. Eh bien, s'il le fait, on verra. On le verra. Il va voir comment il va gérer. Non, mais il est déjà dans son troisième mandat, mais c'est le premier mandat de la Deuxième République. Hein. On va parler de quatrième mandat, parce que lui, il est en train de mettre son quatrième mandat, non? C'est ça qu'il est en train de vouloir faire. Bon, il n'a pas encore dit qu'il est candidat ouvertement. Mais vous savez, sous tout ça, c'est des bobards pour moi, c'est président. Mais tu le dis quand même, tu es avec un peuple quand même. Tu ne joues pas avec un peuple. C'est la même chose que Macky Sall avait fait avec nous, en disant, bon, je vais le dire un jour, il faut le dire. Et je vous assure, attention à le dire, ça peut poser un problème. Parce que quel niveau? Un peuple qui se révolte. Nous, au Sénégal, Macky Sall, tout le peuple sénégalais attendait à ce qu'ils disent qu'on se révolte. Tout le monde, sans exception. Tout le monde était prêt.
Alors, probablement, peut-être en Côte d'Ivoire, que je ne connais pas très bien, hein, mais ce que je sais, c'est que je sais la mentalité jeunesse. Parce que tu sais, avant, on ne connaissait pas la mentalité. Elle est générale maintenant. Elle est générale. La mentalité, avant, là maintenant, c'est une mentalité. Donc, on va aller vers des problématiques précises. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de votre film Toubabi, vous avez dit c'est cet aller-retour entre l'Afrique et l'Europe. Très souvent, on entend dire de certains Africains que le problème de l'Afrique serait les dirigeants européens, sinon les pays européens. Est-ce que vous partagez cette assertion? Je pense que les dirigeants européens, ils avaient la même mise sur les dirigeants africains, ça c'est clair. Ils avaient la même mise. Là, vous parlez au passé du coup. Ah, oui. C'est plus le cas maintenant? Non, ça commence. Tu sais, la France, elle est en train d'étudier d'autres méthodes pour pouvoir parler avec la jeunesse, pour pouvoir avec l'Afrique. C'est clair. Je vous donne un exemple. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, même ça peut changer hein, avec l'armée française. Au Sénégal, ils sont partis. Le dialogue qu'il y a, on est en train de voir comment, parce que si vous me dites ça, ça veut dire que vous avez vu les CFA. Le CFA, il a été géré par l'Europe, non? Par la France. Tout a été géré. En fait, en gros, même la sécurité de nos pays sont gérés. Là, maintenant, il y a un détachement qui se fait. Mais la France, elle ne lâche pas. Donc, outre cette part de la... mon avis est ceci. Effectivement, la France a toujours eu la même mise. Parce que tout simplement, quand il y a un pays colonisé comme le Sénégal, comme les autres là, et qui ont du savoir et de l'avoir, quand je parle d'avoir, il faut toucher la terre. Tous nos pays là, c'est des richesses extraordinaires. Tu ne les lâches pas comme ça, non? Et surtout si tu en as besoin, tu en prends. Donc la France a récupéré, il récupère. Il ne peut pas récupérer ailleurs que chez nous. Donc il faut avoir la même mise et mettre en place des présidents. Parce que ça s'est fait, tout le monde le sait. Bourgi l'a dit, comment la France met. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place autrement. Et c'est l'Africain, les Africains. Et surtout, tu as vu, la CEDEAO même, qui nous unit, il y avait une mainmise, d'après la politique, il y avait une mainmise sur la France. Et ça a été démontré quand il y a eu le problème du Niger. Quand il y a eu le problème du Niger, tu as vu, le CEDEAO a balancé. On s'est rendu compte de tous les dinosaures qui étaient avec les autres. Mais ça change. Et puis le changement peut se faire en deux cas. Une seconde. Regarde, quand l'autre là, celui qui a assassiné l'autre là, Thomas Sankara, Blaise Compaoré. Blaise, il est parti en une journée, il a déménagé. En une journée. Même pas 30 minutes. Attention, on peut déménager en 30 minutes. Parfait. Mais outre ce procès qu'on pourrait intenter à l'Europe, est-ce que vous ne pensez pas que le véritable problème des pays africains, ce sont les dirigeants africains qui, une fois au pouvoir, on va dire, pillent les ressources du pays au profit d'une certaine partie, d'un certain clan quelque part? Mais moi, je ne pense pas qu'il faut intenter un procès à l'Europe. Je ne le pense pas. Parce qu'on dit voilà, il y a une part des responsabilités qu'on impute parce qu'il n'y a pas une part qu'il faut intenter. Moi, je pense que c'est un ensemble qu'il faut intenter. Okay. L'ensemble, c'est que ceci. C'est que, tu sais, l'Europe a cherché des élites. Ces élites-là ont d'autres complicités d'élites en Afrique. Et l'Europe aussi a ses complicités pour cette élite-là. C'est cette élite-là qu'il faudrait intenter, du moins, si tu as à faire un procès, c'est à cette élite-là qu'il faut faire un procès, pas à l'Europe et puis laisser l'Afrique. Non. Donc c'est là où tu me dis que la responsabilité de l'Afrique. Mais je vais vous donner un exemple. On est en train de mettre en prison tous les gens qui ont lapidé notre argent là-bas. Je pense que même Macky Sall pourrait passer, parce qu'on en parle. C'est une minorité. Ce n'est pas le peuple. Donc, si on parle d'un peuple, on dit, voilà, le peuple, c'est lui le fautif. Non, le peuple n'est pas fautif. Non, moi, je ne parle pas du peuple. Non, je parle de gouvernants. Non, je parle de gouvernants. Okay. C'est ça qu'il faudrait. Et puis, tu sais, dans les gouvernants même, quand tu refuses d'être dans le gouvernant, quand tu refuses ce qu'ils disent, tu pars. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qu'on a fait partir aisément. Donc c'est une minorité. Alors que les gouvernants ne sont pas très nombreux dans un pays. C'est 32 ministres, je ne sais pas c'est combien, et puis avec des subalternes.
Mais c'est ça, c'est ces gens-là qu'il faut intenter. Et on est en train de le faire au Sénégal. On n'a pas touché aux Français. Ce qu'on a dit aux Français, à l'Europe, on leur a dit, écoutez, ce n'est pas possible de signer des contrats aussi ambitieux pour vous et que nous, on est 0 € dans tout ce que vous faites. Point final. C'est ça peut-être intentionné en procès pour l'Europe. C'est de revenir aux bases. C'est simplement cela. Mais on va pas... C'est ça le procès de l'Europe. C'est de dire, OK, vous avez pris toujours 90%, mais écoute, maintenant, c'est bon. Vous allez avoir 10%, parce que vous savez, on ne peut pas se détacher. On est dans un monde, tu vois, où on ne se détache pas de personne. Mais, si j'ai mes avantages, il faut qu'ils me reviennent. C'est moi qui ai. C'est comme la Côte d'Ivoire avec le chocolat, là, je ne sais pas quoi. C'est la même chose. Deuxième pays, je pense, dans le monde. Hein. Premier pays producteur de cacao. Il n'y a pas, même pas de... Moi, pour m'acheter du chocolat, il faut que j'ai en Suisse. Mais il faut que la Côte d'Ivoire aussi, il ne va pas intenter des procès, mais il faut qu'ils disent un jour, OK, c'est bon, vous allez avoir 2%, le reste c'est moi. C'est ça. Mais outre ce changement de paradigme dans les rapports commerciaux, est-ce que la gestion même des États africains par les dirigeants qui sont votés par les peuples, est-ce que ces gestions souvent ne se font pas au profit d'une certaine partie de la population? Et après, la plus grande partie est dans la pauvreté. Mais c'est ça que je vous dis, c'est ce qui nous est arrivé au Sénégal. On se rend compte aujourd'hui de comment ces gens-là, cette petite partie dont vous parlez là, cette minorité-là, comment ils sont partagés cet argent, comment ils ont lapidé cet argent. Et c'est partout en Afrique. Mais ça, c'est terminé. Hein, dans quelques Afriques. C'est terminé au Sénégal, c'est terminé au Burkina, c'est terminé au Niger, c'est terminé au Tchad, tout récemment. Et je pense que ça va se terminer au Bénin. Ça va se terminer. Ça se termine. Donc, on va parler du passé maintenant. Ou bien on parle du présent. Mais c'est terminé, ça. Par exemple, chez moi, on ne parle plus de ça. C'est fini. Tu sais de ce dont on parle? Remets l'argent, rembourse et va en prison. C'est ça dont on parle. Il y a une autre grande graine aussi qui mine les sociétés africaines, c'est la corruption. Est-ce que vous avez des productions dans ce sens, la corruption? Mais c'est la corruption qui nous a amené à ce que bon nombre de gens vont en prison. Mais aujourd'hui, je vous donne un exemple. Un griot. Vous savez ce que c'est qu'un griot? C'est ça, je connais un griot. Le griot sénégalais, le griot du président de la République. Il a eu il a mis sur la table 400 milliards pour ne pas aller en prison. Le griot. Juste chanter Juste chanter le nom du président, il a 400 milliards de francs CFA. Tu sais, il est en prison, là. Ouh là là là. Il a mis une caution de 400 milliards. Je l'ai lu aujourd'hui. 400 milliards. On s'est rendu compte que le gars, il a 400 milliards. Au départ, il avait mis 152 milliards sur la table pour une caution. Tu te rends compte, Griot, le fils du président, là. Hein? 152 milliards. Dans son compte, comme il le fait. Bon, moi, tu sais, moi je lis, hein, et j'ai des infos. Oui, l'actualité. Il a mis. C'est normal que vous suiviez cette actualité. Le petit là, je pense, on parle de ça, ben, j'ai que des informations. Même les chanteurs, même les trucs, les griots, mais tout. Ils ont profité de tout. Mais juste l'exemple que je vous donne, c'est le griot. Un griot. Un simple griot qui a 400 milliards de francs. 400 milliards de CFA. Le griot du président Macky Sall. C'était quoi son rôle, le griot? C'était tout ce qui était flou. Tout ce qui était argent, ça passait par lui. C'est lui-même qui... Il a dit à un certain moment, si je veux que tu sois ministre, je peux le faire pour toi. Il a dit quoi? Il a dit à des gens, si demain je veux que tu sois ministre, tu vas le faire. Parce qu'il était en bonne relation avec la femme du président. Donc tu étais ministre, c'était grâce à lui, hein, parce qu'il le pouvait. Et donc il recevait des pots de vin, parce qu'il arrivait à placer des directeurs. Et puis surtout sur la terre, parce qu'il a vendu beaucoup. Il vendait, parce que Macky Sall, je pense que avec sa famille, c'était des bouffeurs de terre. Ils aimaient la terre. Le gars, on a calculé, il avait, je sais pas, 514 parcelles qui coûtent, je sais pas, chacun 1 milliard, je sais pas quoi, combien. Et s'il n'est pas le seul, on est en train, le Premier ministre, non, le ministre de la Justice, là, on lui a foutu un bracelet là, corruption, parce que quelqu'un est venu lui donner 50 millions et il devait lui remettre encore 250 millions. C'est le mec là qui est allé vous dire, voilà, lui, c'est un corrompu. Vous parlez du ministre de la Justice actuel? Non, l'ancien. Ok. Là, sous le pouvoir. Avant-hier. Donc, quand on a un Premier ministre
On a un ministre de la Justice qui fait ça, qui a été au Trésor, qui était directeur. Ils ont lapidé cet argent. Donc c'est une minorité, cette minorité qui bouffe et puis qui laisse les gens pauvres. C'est fini cette histoire, c'est terminé. Vous pensez qu'avec le président Diomaye Faye aujourd'hui, le Sénégal est en train de renaître de tous ces maux quelque part? Alors franchement, je vais vous dire une chose. Dites-moi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours rêvé de cette Afrique. De cette Afrique juste, de cette Afrique riche, de cette Afrique avec cette jeunesse qui peut aller quelque part, qui n'a plus besoin de rien. Je te jure, c'est ça qui est en train de se passer. Mais petit à petit, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Parce que, vous savez, on a trouvé beaucoup de choses. Hein. On a trouvé des mines, hein. On a trouvé beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Et ça commence. Je vais vous donner un exemple. On a changé avec l'électricité au Sénégal. On a basculé avec le gaz. On va diminuer. C'est plein de choses. Bon, il y a toujours les soi-disant opposants qui sont là-bas. Ceux qui ont lapidé, ils disent des choses, mais ils sont inexistants maintenant. Ils vont aller en prison, je pense. Tous, sans exception. Vous qui êtes dans le cinéma, on va dire, engagé quelque part, qui traitait de problématiques politiques, on voit tout de même que ce soit au Sénégal, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans certaines contrées africaines aussi, cette industrie cinématographique qui est beaucoup basée aussi sur du ludique. On voit pas mal de courts-métrages où on voit des jeunes acteurs. Quel est votre commentaire sur ça? Ce cinéma qui reste tout de même assez ludique, assez amusant, où on montre que des belles jeunes dames à l'écran. Quel est votre commentaire sur ça? C'est, à mon avis, cette jeunesse, comme je vous l'ai dit là, n'a pas fait un recul sur son héritage. Elle a été un peu bafouillée à un moment, mais je pense qu'ils vont revenir. Il y a un film qui nous a montré cela. C'est le film qui a eu au Burkina, là, qui a gagné, le film de Dani. Le film de Dani Kouaté. Il parle d'historique. Il parle de tradition. Je pense que la jeunesse a été un peu leurrée ou lorgnée par d'autres choses, parce que tu sais, on a vu les novellas, on a vu les trucs, des tas de trucs. Tout à fait. Parce que eux, pour eux, voilà leurs références. Alors qu'ils ont des vraies références avec eux. Les vraies références. Prends Henri Dupac. Henri Dupac. Va voir les films d'Henri Dupac. C'est ça. Kitia Touré. Va voir ses films. Il a été mon professeur de cinéma à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Kitia Touré. Va voir le cinéma ivoirien. De quoi on parle? Yoko Zoloa, ce grand réalisateur ivoirien. Exactement. C'est ça. Ils ont oublié. C'est que, tu sais, ils sont là. Mais j'ai posé cette question à dessein et c'est bien, d'autant plus que vous, en tant que référence, en tant que pionnier, en tant que gardien de ce temple-là, de revenir à ses premières amours qui restent dans les combats politiques. Mais vraiment. Quelque part. Mais c'est extraordinaire, ça veut dire ce cinéma ivoirien. Moi, tu sais, ça c'est ma génération. Hein. Je vais te dire une chose. Tu sais, la Côte d'Ivoire, ce qu'elle détient, de culturel, d'historique, mais c'est extraordinaire. Et les Henri Dupac, là, ils ont été contemporains et historiques. Hein? Que là, parce que Côte d'Ivoire. Mais ça brouille, c'est un brassage extraordinaire en Côte d'Ivoire. Un brassage culturel qu'il a. La manière de parler, la manière de faire. On oublie tout. Tout. Ces jeunes, ils oublient ça et puis ils sont sur la beauté, sur les trucs. Parce que tout simplement, c'est ce qu'ils ont vu. Parce que c'est ce qui est vendeur aussi, non? Bien sûr. Vous voyez un peu les millions de vues qu'ils font sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que c'est vendeur. Parce que tu sais, quand tu proposes... Ça ne peut pas être des films en compétition, peut-être sur de grands marchés comme le Festival de Cannes, mais c'est vendeur sur les réseaux sociaux quelque part. Parce que ça reste aussi le seul espace de diffusion. Moi, je donne un exemple. La dernière fois que j'ai été sélectionné, c'était quoi? C'est la pirogue, non? La pirogue, c'est pas vendeur, non? C'est politique. Abrahman, quand il est arrivé ici à Cannes, c'est Tombouctou. C'est politique. Darat, avec Haroun, c'est politique. Donc pour que des films africains soient représentatifs
qu'il soit dans des festivals comme celui de Cannes, comme d'autres festivals, vous pensez qu'on doit repenser, parce que j'ai vu aussi un film, Les Aigles de la République, qui dénonce un peu la dictature en Égypte, des films comme ça qui sont en compétition au Festival de Cannes. Vous pensez que ce sont ces thématiques qui doivent être dénoncées? Non, je ne pense pas que ça. Non. Les thématiques qu'il faut, je pense que c'est nous. Il faut qu'on se rende, il faut qu'on montre qui nous sommes, où on en est, comment on est. L'interrogation sur nos identités. On m'a posé la question, on m'a demandé qu'est-ce que vous pensez de Cannes. Mais je te Cannes, c'est un point de vue, c'est un état de fait de tout le monde. Tous les pays viennent et ils mettent un état de fait de ce qu'ils sont. C'est cela. Il n'y a pas c'est pas autre chose. Il faut faire les choses qui font que moi, en tant qu'Ivoirien, qui reflètent notre identité. Où est-ce que j'en suis, qui je suis, comment je suis, c'est ça. Ce n'est pas juste des films politiques. Parce que quand tu commences à parler de qui je suis, mais tu rentres la politique. Hein. Tu amènes la politique, tu amènes la tradition, tu amènes qui je suis. C'est ça. Tous les films que tu vois, que ce soit espagnol, c'est le gars là qui fait le film là, il va te montrer où est-ce qu'il en est dans son pays. Où est-ce qu'il... C'est exactement ça. Et c'est ça les films qu'il faut. L'Égypte, le gars qui se revendique là, si tu vas en Égypte, il y a une dictature qui est là-bas. Il va se revendiquer par rapport à une dictature, par une politique. Et après, ce qui tourne autour de son film, c'est sa tradition, c'est ses relations avec les autres. Mais c'est ça le truc, le débat que nous avons. Tu vois, les films qu'il nous faut. Et quand on fait une chose, pour faire ces films-là, on fait un recul sur nos aînés, sur les aînés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis on choisit sur les aînés les défenses qu'ils ont fait. Tu l'intègres dans ce que tu es aujourd'hui, parce que ce qu'ils ont fait hier, mais il existe toujours aujourd'hui. Henri Park, quand tu vois son film là, avec la polygamie, c'est aujourd'hui même que ça explose même que n'importe quoi. Ça reste intemporel quelque part. C'est ça. Ce n'est pas amener un sujet, c'est t'amener toi-même. C'est ça. Si vous deviez laisser un legs, tout à l'heure vous parliez du legs de Sambène Ousmane, de certains aînés avec qui vous avez appris en tant que technicien, en tant que jeune passionné, si vous deviez laisser un legs à la jeune génération, à celle forcément qui s'inspire de vous, de vos thématiques, de vos réalisations, de vos productions, qu'est-ce que vous pourriez leur léguer quelque part? Moi, ce que je leur demande, parce que c'est ce que je fais jusqu'à maintenant, c'est dans l'observation et l'écoute. Parce que tu sais, beaucoup de gens sont chez eux sans observation, sans écoute. Et il faut arriver avec des films, observer et écouter. C'est des sujets comme ça qu'il fallait trouver. On est toujours dans l'écoute et l'observation et dans les aguets. C'est ça, ces films comme ça que je leur demande. On ne va pas leur dire, fais-moi ce thème-là. Non. Quand tu écoutes, que tu observes, eh bien, que tu trouves chez toi. Parce que c'est des réalités. Parce qu'on arrive avec des réalités de chez nous. Il y a un film là, sur une femme là, qui a fait un film sur les lesbiennes, tu vois, sur ça, mais c'est une réalité qu'elle vit. Et puis c'est une réalité qui existe. C'est actuel, oui. C'est actuel, mais il faut qu'on soit actuel. Actuel ne veut pas dire faire des films avec des belles filles. On peut y intégrer, mais reste actuel. Il faut que notre actualité sorte. Qu'on mette un thème fort en avant. S'il te on traite. On le traite sous toute couture. C'est exactement ça. C'est ça qui nous faut. Les petits là, je pense qu'ils vont se réveiller un jour. On va dire un regard d'ensemble sur l'évolution aujourd'hui de l'Afrique dans son ensemble. Vous avez dit tout à l'heure, les choses sont en train de changer. Selon vous, au Sénégal, au Burkina, au Niger, ce point de vue n'est toujours pas partagé, mais quand vous jetez un regard synoptique par rapport à l'Afrique, est-ce que vous pensez que les choses ont évolué plus que ça? Je pense que les choses vont évoluer, mais rapidement. Ça va surprendre tout le monde, ça va évoluer. Et les seuls qui sont bien au courant qu'on va évoluer très vite, c'est l'Europe. Les Africains ne sont pas encore au courant. Et les seuls qui sont, parce qu'ils s'organisent, ils sont en train de s'organiser par rapport à... Je viens de la Guinée, je viens de terminer un tournage. D'ici peu de temps, en 2026, la Guinée va être le pays le plus productif de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a trouvé du fer. Tu sais, le fer, on en a besoin dans le monde. Les Américains ont fait toutes les routes, ils sont en train de faire toutes les routes de la Guinée.
alors que depuis l'indépendance, il n'y a pas eu de route. Les Chinois sont en train de faire un chemin de fer qui part de Conakry jusqu'à Zéro-Corée. Ça veut dire Conakry-Zéro-Corée, c'est à peu près 800, 900 kilomètres. Ils vont le faire pour le faire. Et la Guinée a tout. Donc, ça va se faire très vite. Les seuls qui sont au courant, c'est les présidents africains et les Européens, pas le peuple. Mais, crois-moi, l'Afrique, là, bon, moi je ne suis pas européen, hein, ça va changer. Mais très vite. Trop vite. Trop vite. Comme on le dit souvent, beaucoup d'observateurs, le futur c'est en Afrique. Là, vous le confirmez, là, du coup. Ah, ça c'est clair, hein. C'est clair que le futur est en Afrique, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, mais on ne le disait pas haut et fort. On ne le disait pas. Maintenant, on le dit haut et fort. Je vous emprunte une petite expression, un mot tout à l'heure, vous aviez dit, votre grand-père vous a dit. Et cette expression elle est beaucoup reprise par un leader politique ivoirien, Charles Blé Goudé, que je cite. Et le grand-père, les pensées du grand-père, qu'est-ce qu'on en tire comme leçon? C'est la sagesse africaine, c'est quoi en gros? Mais tu sais, le grand-père, il m'a dit, oui. La grande personne, ce qu'il voit de loin, le petit ne peut pas le voir de près. C'est ça. Ça, au fait. Le grand-père, il voit de loin. Et le petit, il voit de près. Donc, on dit que le grand-père, pour ne pas le heurter, il dit ce que le grand-père peut voir de loin, le petit ne peut pas le voir de près. C'est comme ça. Vous qui êtes avant les indépendances, forcément, lorsque vous dites ça va aller très vite, c'est que vous avez vu l'évolution du monde, l'évolution de l'Afrique depuis toutes ces années, et vous l'avez aussi, cette Afrique, vous l'avez sculptée dans ses contours, en tout cas d'un point de vue cinématographique, d'un point de vue sociologique. Je l'ai survolé. Moi, je survole l'Afrique tout le temps. Avec la jeunesse. Hein. Je ne la survole pas avec quelqu'un d'autre, avec la jeunesse. Avec la jeunesse et les gouvernants. Parce que, bon, comme que j'ai une position, donc je suis avec la jeunesse et les gouvernants, ils me consultent. On est là, on discute avec les gouvernements, on les voit. Parce que là, quand je vais quelque part, il y a un ministre qui me reçoit, il y a l'ambassadeur de France qui me reçoit, et puis il y a la jeunesse. Et puis, alors que moi, je suis venu pour la jeunesse. Donc, je me rends compte. Récemment, j'étais à Lubumbashi, là, j'étais en Guinée, là, je vais aller en Iran. Et puis, je me rends compte d'une chose. Il y a une collection mondiale jeunesse qui est en train de se faire, qui ont un autre regard. Les petits jeunes là, français, les jeunes hollandais, les trucs, ils ont un autre regard sur l'autre. Donc ce regard change. Et puis le petit là, africain là aussi, il y avait eu beaucoup de complexes, c'est fini tout ça. Pour emprunter le thème en Pateba, vous êtes une bibliothèque vivante, forcément. L'un des derniers Mohicans, je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un petit mot rapidement, vous en tant que bibliothèque, en tant que témoin du passé, du présent et du futur, un mot aux dirigeants actuels du Sénégal, vous diriez quoi? Je leur dirais ceci, au moins pour nos dirigeants sénégalais et un peu africains. Parce qu'il y en a qui résistent. À ceux qui sont au Sénégal, moi je leur dirais de toujours tenir le cap de la même manière qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils ont dit une vérité au peuple, ils sont avec un peuple. Ça, c'est ce que je leur dis. Attention, il faut être avec le peuple tout le temps. Et puis, ils le font. Je n'ai même pas besoin de le dire parce qu'ils sont venus pour le peuple et ils sont là pour le peuple. Donc, je leur dis de continuer comme ça. Jusqu'à ce que vie s'en aille. Pour les autres, je leur dis attention. Ceux qui résistent, je dis attention. Ça peut chauffer pour eux. Ça peut péter même pour eux. C'est ce que je leur dis. Attends, quand c'est ça. Et si je vais m'arrêter là, ça peut péter pour eux s'ils ne font pas attention. Et bon, il faut qu'ils fassent attention. Parce que c'est terminé là. C'est terminé ce blocage Mais tu sais, je vais te donner un exemple. Ça veut dire que tu as vu maintenant les Africains, ils écoutent l'Afrique. Les radios là. Les Africaines, les jeunes là, ils écoutent leur radio. Avant, on écoutait quoi? RFI, le truc, tout ça. Maintenant, c'est les radios africaines qu'on écoute. C'est les jeunes. Donc ça, c'est le changement radical. C'est clair que des médias africains sont beaucoup plus suivis que même aujourd'hui des médias qui sont dits, entre autres, en grippe des médias internationaux, parce qu'on est dans un village planétaire où l'information... Voilà, il n'y a plus de médias internationaux en tant que tel. On a gagné déjà. Tu te rends compte, on n'est plus international, on est africain. Et ça, c'est extraordinaire. Je te dis, on avance vite.
Bon, il faut juste observer, écouter. Et on se rend compte qu'on a réussi. Voilà. Les élections en Côte d'Ivoire, c'est en octobre. On va terminer par ça. Vous voyez un peu certainement, même si vous ne suivez pas tous les jours, l'évolution de l'actualité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous? Mais tu sais, la Côte d'Ivoire, je me suis rendu compte qu'il y avait un Tcham. Oui, Tidjane Thiam, oui. Qui n'est plus solvable comme candidat. Vous avez vu que, oui, son nom a été retiré de la liste électorale. Parce que tout simplement, il est français. Mais il a une double nationalité. Mais après. Mais justement, tout à fait. Non, mais tout à fait, il a comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il a été déchu de sa nationalité française. Et il a demandé à être déchu de la nationalité française. Donc, il a quand même la nationalité ivoirienne. Après, ça fait débat. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2025. Nous sommes à Cannes. Aujourd'hui, justement, il y a eu, comment on appelle ça, un procès où l'un des membres du PDCI était allé en procès contre Tidjane Thiam, justement par rapport à sa nationalité, alors qu'il a déjà, il a laissé tomber sa nationalité française. Et cette personne qui a porté plainte contre lui a été déboutée. Et vu que voilà, donc on ne sait pas par rapport à l'évolution des choses, son nom va être réinscrit sur la liste électorale ou pas, la problématique reste. Mais qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que Tidjane Thiam, qui a été ministre en Côte d'Ivoire, a été retiré de la liste électorale? Mais ça, c'est les plus grandes conneries politiques que les politiciens font. C'est un peu la même chose que Sonko. On a eu le même débat avec Sonko. Ce n'est pas un problème de nationalité, c'est un problème d'électeur. Est-ce qu'il était solvable ou pas solvable? Donc, tout est bon pour annuler quelqu'un. Tout est bon. Et c'est ridicule d'être ministre et puis de revenir et puis de vouloir être président. On te dit, mais tu n'es plus. C'est du jamais. C'est ridicule. C'est de la science-fiction pure et dure. Hein. Donc, moi, je pense que quand on arrive à un système où, quand même, on commence à être ridicule, d'une manière ou d'autre, il faut arrêter. Vous pensez que les gouvernants actuels ivoiriens sont ridicules? Quand on arrive à dire à quelqu'un qui n'est plus ivoirien, qui est français, alors que nous... Mais c'est aussi des fondements juridiques. Vous comprenez? Ils ont raison quelque part, non? Parce que juridiquement, ils l'ont prouvé. mais si tu attends jusqu'à maintenant pour prouver, pour arriver à la justice, alors que le mec, il a été ministre, tu te poses la question. C'est comme comment il s'appelle, celui qui est parti là, qui a fui là, hein, qui a fui en Côte d'Ivoire. Qui ça? Guillaume Soro. Non, le Burkinabé là, l'assassin là. Blaise Compaoré. N'est-ce pas, il est ivoirien maintenant? Oui, Blaise Compaoré, il est ivoirien. Mais c'est trop, vous saturez. Il en rigole. Blaise Compaoré, il a fait la demande de la naturalisation, il a été naturalisé ivoirien. Président de Burkina Faso, qui devient burkinabé en un quart de tour, qui devient ivoirien. Mais c'est du jamais vu, non? C'est rigolo. Et c'est là un peu la même chose, même si on va dans la justice, parce que je ne sais pas comment il a fait avec la justice pour être ivoirien. Et devant les Ivoiriens, parce que même les Ivoiriens ne devaient pas accepter ça. C'est comme si Macky Sall se réveille et il devient Ivoirien chez vous, là. Mais s'il demande la naturalisation, parce que le point de Blaise Compaoré, sa femme est ivoirienne. Mais alors? Ah ben, le code de la nationalité ivoirienne. Mais je pense que tout sa femme est ivoirienne, donc forcément. Je pense que tout ça, c'est des petits trous politiques qu'il faut faire. Mais c'est ridicule quand même. Il ne faut pas qu'on soit aussi ridicule. À mon avis, ça perturbe les choses. Ces instances, ces choses comme ça, ces histoires comme ça perturbent toujours les choses. Et puis, il ne faut plus perturber l'Afrique. Je pense que ton président, je ne sais pas comment il s'appelle là. Le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, je pense. Il faudrait quand même. Mais qu'il laisse la jeunesse être là. C'est mon avis. Hein. L'Afrique est jeune. L'Afrique est jeune, même si il y a des experts. Et puis, tu sais, c'est comme moi. Moi, par exemple, heureusement que ce que je fais comme métier fait que je n'aurai jamais de retraite. Mais si tu arrives à un système de réflexion, parce que la politique, elle demande beaucoup de choses. Écoute, tu arrêtes, tu laisses les jeunes. C'est comme Senghor qu'il a fait avec Abdou Diouf. Il faut faire ça. Il faut donner. Laissons les jeunes, guider la jeunesse africaine. Et puis, attention, les jeunes sont capables en Afrique. L'intelligence qu'il y a, la capacité qu'il y a avec cette jeunesse-là, c'est extraordinaire. C'est les plus cultivés du monde. Laissons-les.
Vous qui traitez l'actualité politique africaine, vous qui suivez aussi l'actualité politique en Côte d'Ivoire, est-ce que ces sujets politiques-là font débat au Sénégal? Bien sûr. Et quel est le regard des Sénégalais sur ce Mais tu sais qu'est-ce qu'on demande? Là-bas, là, on demande à la jeunesse de faire la même chose. Parce que ce qu'eux, ils ont fait, c'est la jeunesse sénégalaise, c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent quoi? Ils demandent qu'on fasse la même chose, ce qu'on a fait à Macky Sall, qu'ils le fassent à Ouattara. C'est-à-dire qu'il y ait un soulèvement populaire? Populaire, et puis qu'ils s'en parlent. C'est ce qu'ils demandent. On espère qu'on ne va pas en arriver là et que les gouvernants vont comprendre qu'il y a lieu de redresser la barre. Et puis bon, certainement, vu que là... J'espère qu'il va le faire. Mais j'espère vraiment, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est un socle de l'Afrique. C'est un pays socle. Il ne faut pas le déranger autant. Vraiment. Et puis il a été dérangé. Hein. Et on était tristes, nous tous. Tous, on était tristes. Surtout nous, les Sénégalais. Tristes, donc il ne faut pas déranger ce fait. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Hein. Ce n'est pas un pays africain. Pour nous, c'est un pays frère. Il y a une grosse communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire. Et Thiam, c'est un Sénégalais, non? Oui, son père Amadou Thiam est d'origine sénégalaise, mais il est né français parce qu'il est né avant les indépendances. Oui, mais bon... Voilà, il n'a jamais eu la nationalité sénégalaise en tant que tel. Je vais te raconter une chose. Dites-moi. Il faut qu'on revienne sur une histoire. Tu vois Sékou Touré, le président Sékou Touré. Oui. Mais son grand problème avec la France, c'était ça. C'était des gens qui étaient mariés avec des Français, qui étaient devenus franco-guinéens. Ils étaient considérés comme Français pour la France, et lui, il est considéré comme Guinéen. Ça a été son vrai combat, jusqu'à ce qu'il meure. S'il a été... Bon, c'est vrai qu'il a fait des... Moi, je veux faire un film sur lui. S'il est arrivé à être dictateur, tout ça, bon, ça c'est... Mais le vrai combat avec la France, parce que son vrai combat, c'était pas avec les politiques. Hein. Lui, son vrai combat, c'était la France. Et tout le temps, tout son combat, c'était les Français considérés, les Guinéens qui étaient mariés à des Françaises comme des Français, et lui, il les considérait et il les a emprisonnés. C'est ça son problème. Alors les Français disaient que lui, il a emprisonné les Guinéens. Les Français. Alors que lui, ce sont les Guinéens. On disait, vous les considérez comme des Guinéens. Et moi, je les considère. Vous les considérez comme des Français, moi, je les considère comme des Guinéens. C'est ça le problème, la considération. Et en Afrique, une considération. Il faut qu'on revienne en arrière un peu sur nos considérations. En tout cas, M. Moussa Touré, on aurait pu faire des heures. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on allait faire 1 heure. Vous m'avez dit non, mais 1 heure, c'est trop. Là, ça fait 1 heure qu'on tourne. Qu'est-ce que ça vous a fait de vous prêter aux questions d'ActuPeople.net? Qu'est-ce que ça vous a fait? Mais tu sais, on a eu des questions dans nos vies. Hein. Et ça dépend des questions qu'on nous amène, qui nous amènent à déterrer des choses. Ça dépend de l'individu qui est en face de nous. Moi, quand j'étais là, la dernière fois, avec la pirogue, c'est le monde qui m'a interviewé. Le monde entier. Mais je pense que c'était là. Hein. C'était là où j'étais interviewé. Non, dans l'hôtel là-bas. Mais ça dépend de celui qui est en face. Celui qui est en face, c'est lui de terreur, c'est lui qui déterre. Donc c'est comme ça. Donc j'ai été un bon déterreur quelque part. Bien sûr. Alors moi j'ai été très honoré en tout cas de vous avoir en interview. Avoir un monument du cinéma, réalisateur, producteur, scénariste, prix. J'ai été acteur. Hein. Ben voilà, vous avez fait tous les corps du métier du cinéma et vous avoir à la faveur du Festival de Cannes. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt à Dakar. J'ai votre contact. Je viendrai pour un reportage exclusif à Dakar. Je devrais être en Côte d'Ivoire le 19 juin. Le 19 juin, vous allez en Côte d'Ivoire? Juin ou juillet? Ok. Il y a une fête là, du cinéma là-bas, je sais pas, à l'hôtel, je sais pas, l'hôtel là, le grand hôtel là. À l'hôtel Ivoire? Voilà, pour une journée de donner les prix là, je pense. Mais j'ai pas encore reçu l'invitation. Les films là, les films. Ok. Je suis membre du jury. Ah, super. Bah, en tout cas, vous serez le bienvenu en Côte d'Ivoire. Moi, ça fait 3 ans que je ne suis pas allé. Je vis à Nantes, en France. Et j'ai été très heureux, en tout cas, de vous avoir. Un dernier mot rapidement. C'est mon dernier séjour en Côte d'Ivoire. J'étais avec Kitia Touré, avec Idrissa Ouedraogo. Idrissa Ouedraogo, oui. C'était mon dernier séjour en Côte d'Ivoire. On m'a fait faire un parrain du festival de court-métrage là. Je sais pas. Oui, FICA.
Et donc, le dernier mot, c'est vive la jeunesse africaine. Merci beaucoup. Merci infiniment. En tout cas, nous avons eu pour inviter M. Touré Moussa, grand réalisateur, producteur de films de cinéma. Derrière la caméra, Guillaume Vergès. Et pour la conduite des interviews, toujours Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt pour un autre numéro sur actupeople.net. Merci. Amen.